Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes cet après-midi au complexe scolaire Le Roussignol qui a accepté prêter son cadre et mettre les enseignants à notre disposition pour une conférence sur ce que c'est qu'un enseignant compétent, ce que c'est qu'un enseignant motivé et ce que c'est qu'un enseignant engagé. Pour le faire, nous avons invité un inspecteur qui a presque 30 ans d'expérience, inspecteur Dolekou. C'est lui qui va entretenir les enseignants sur le profil vraiment d'un enseignant véritablement de qualité. Monsieur l'inspecteur, bonsoir. Bonsoir Marcel. Comment vous allez? Très bien. Et toi? Ça va. Ah ouais. Inspecteur Dolekou, je vous le disais tout à l'heure, voilà, pétri d'expérience en tant qu'inspecteur. Monsieur l'inspecteur, dites-nous un peu votre parcours professionnel avant d'être admis récemment à la retraite. Merci beaucoup. J'ai commencé comme enseignant au collège, puis au lycée. Et j'ai eu la chance de passer le concours des inspecteurs. Et je faisais partie de l'avant-dernière promotion sortie en 2009. De ma sortie, j'ai commencé comme inspecteur dans l'IEPP Oti, c'est dans la région des Savanes, par où j'avais même commencé comme professeur au CEG Mangoville 1. Donc j'étais retourné dans les Savanes comme inspecteur. Et après l'outil, j'ai servi dans l'IEPP Tangioa avant de revenir dans la région des Plateaux, Dagny, Wawa, Akebu, Ani, Raho. Bref, j'ai eu à gérer en 15 ans d'inspectorat 12 inspections avant d'être remis à la disposition de mes parents le 1er octobre 2024. L'inspecteur Dolekou vient de faire donc toute sa présentation. Vous comprenez que on a dans le système éducatif ce que les militaires appellent l'armée de réserve. L'armée de réserve, c'est des gens qui vraiment sont pétris d'expérience. Voilà, ils ont traversé des choses, ils ont acquis de l'expérience et ils ont donné vraiment une contribution inestimable pour la qualité de l'éducation. Donc c'est à ce sujet que nous avons jugé nécessaire de l'inviter aujourd'hui pour entretenir les enseignants sur ce que c'est qu'un enseignant compétent, ce que c'est qu'un enseignant motivé et ce que c'est qu'un enseignant engagé. Maintenant, nous allons rejoindre les enseignants mis à notre disposition par le complexe Le Roussignol. On a à ma gauche le directeur, M. Kpadé. M. Kpadé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà. Aujourd'hui, d'abord, vous remercie. Merci d'avoir accepté prêter votre cadre et aussi vos enseignants. Je vous en prie. Pour qu'on puisse enregistrer cette émission à l'endroit, finalement, de tous les enseignants du Togo. Voilà, je pensais que l'inspecteur Dolekou va développer tout à l'heure, c'est à l'endroit de tous les enseignants du Togo. C'est ça. Voilà. Mais dites-nous un peu, quels sont les atouts de votre école ici? Ok, merci, monsieur Marcel Toy. Oui. Et enfin, d'abord, notre école, c'est une école privée. Ouais. Et nos atouts, c'est d'abord, je vais me baser sur l'objectif de l'école, c'est l'excellence. Nous, on ne vise que l'excellence. Et pour la preuve, cette année, le premier du Togo vient de notre école. Je parle BPC 2025, le premier du Togo vient de notre école. Et non, on s'est toujours battu pour être à la hauteur de nos ambitions. Voilà. Donc, tout ce que nous faisons, c'est pour d'abord aider les enfants. Et nous avons une particularité dans cette école, c'est que en plus de l'instruction, nous éduquons nos élèves. C'est-à-dire dans cette école... Vous mettez l'accent beaucoup plus sur le civisme, la citoyenneté. Exactement. Voilà. Tu ne peux pas être élève, rentrer dans cette école, voir un adulte, le dépasser. Ce n'est pas possible. Que tu le connaisses ou pas, tu dois le saluer. Tous les professeurs, vous leur devez du respect. La preuve de notre devise, c'est rigueur, respect, réussite. Ça veut dire que vous traduisez le cours théorique de l'éducation civique, vous traduisez ça dans la vie des enfants. Absolument, absolument. Voilà. Nous sommes très regardants. Et maintenant, aux parents de prendre le relais après. Oui, exactement. On va rejoindre maintenant les enseignants pour donner la parole à notre illustre invité, l'inspecteur Dolekou, qui va, comme je l'ai dit à l'entame, développer ce que c'est qu'un enseignant motivé, ce que c'est qu'un enseignant compétent et ce que c'est qu'un enseignant engagé. Moi, c'est Yao Dolekou, inspecteur émérite, c'est-à-dire admis à la retraite, fraîchement d'ailleurs. Je suis aussi inspecteur général de l'éducation, par la grâce de Dieu. Donc, c'est vu tout ce que nous avons eu à produire sur le terrain et qui a donné confiance à des partenaires
pour que nous puissions nous trouver aujourd'hui devant vous comme animateurs de cette conférence. Donc, la thématique, c'est un enseignant motivé, engagé et compétent. Qui est-ce? C'est comme ça que je l'ai intitulé. Notre métier d'enseignant, comme vous le savez, c'est un métier pas aussi simple que ça, c'est assez complexe parce que le matériel, entre griffes bien sûr, sur lequel nous travaillons, c'est l'enfant, c'est l'humain au premier stade de son développement. Donc, il va falloir que nous sachions réellement ce pourquoi nous sommes appelés comme enseignants et comment nous devons nous prendre pour faire efficacement et qualitativement d'ailleurs notre travail d'enseignant. Le plan que nous allons suivre est un plan très simple. Nous allons d'abord parler du rôle de l'école dans la communauté. Il faut qu'on se rappelle ça. Quand une école est là, qu'est-ce que cela contribue à faire? Quel rôle il joue réellement? Nous parlerons aussi de la place de l'enseignant dans l'école moderne. Je préfère utiliser école moderne parce que les écoles ont toujours existé. Même traditionnellement, nous avons nos écoles. Hein. Ça, ce n'est pas le débat aujourd'hui. Ensuite, on parlera de ce que c'est qu'un enseignant motivé, un enseignant engagé et un enseignant compétent. À la fin, nous verrons bien ce qu'il faut retenir comme élément consistant à tenir partout en tant qu'enseignant et réussir sa mission. Alors, le rôle de l'école dans la communauté. Moi, j'aurais préféré qu'on procède peut-être par échange. C'est vrai, j'ai une préparation, mais on peut aussi procéder autrement. Qui peut brièvement nous dire en 2 mots quel rôle une école est appelée à jouer dans sa communauté, notamment notre école ici, EPL Le Rossignol. Je peux résumer le rôle de l'école en 3 éléments essentiels. Oui. C'est-à-dire, l'école nous permet de s'instruire, Oui. nous permet d'être qualifiés Oui. et d'être socialisés. Très bien. Voilà. Je crois que le collègue a résumé l'essentiel. Hein? En une phrase, il nous a rappelé le rôle de l'école. Ça nous instruit, nous éduque, ça nous permet de nous socialiser et ça nous permet aussi de nous préparer pour la vie future. Mais moi, je dirais que l'école joue un rôle de développement industriel et collectif. Dans ce cadre-là, elle permet à l'individu de développer son plein potentiel pour contribuer au progrès de la société, mais aussi de favoriser une coexistence pacifique. Ce que le collègue vient de dire en filigrane, je pense que vous sentez tout ce que je suis en train de dire là dans ce qu'il avait déjà dit. Donc, c'est un rôle de développement individuel et collectif. Ensuite, l'acquisition des compétences. À travers toutes les disciplines que nous déroulons aux apprenants, nous injectons des compétences en eux, notamment les compétences nécessaires pour réussir dans la vie professionnelle. De nos écoles sortent les futurs comptables. Les 1 plus 1, les 2 fois 3 que nous faisons, c'est ça là que le sorti d'école ira mettre en œuvre comme expert comptable par exemple. Ils acquièrent des compétences à travers ce que nous leur enseignons. L'école développe chez l'apprenant la pensée critique
et lui permet de résoudre les problèmes de vie de tous les jours. Voilà un peu deux des rôles que l'école joue dans la communauté. Autre rôle, l'école prépare à la vie active. Notre futur expert comptable que nous formons, tout ce que nous lui donnons comme exercice en mathématiques, les petits sujets que nous lui posons à résoudre, le prépare pour sa profession future. Donc l'école prépare ceux qui ont la chance d'en avoir accès à la vie active. L'école contribue aussi à la promotion de la stabilité sociale. Nous savons que dans nos écoles, ça fait un groupe composé d'éléments venus de divers horizons que nous sommes appelés à gérer ensemble pour qu'ils apprennent à partager la vie en communauté. Et en enseignant les valeurs de tolérance, les valeurs de paix et les autres valeurs qui sont importantes pour que l'on puisse vivre en harmonie, l'école est une grande contributrice de la cohésion et de la stabilité sociale. Je dirais même de la paix nationale. Le rôle de l'école, c'est aussi de favoriser la croissance économique. Lorsque les enfants sortent de l'école, ils deviennent des acteurs économiques au travers des différentes fonctions qu'ils sont appelés à mener dans la vie active, qui devient par exemple maçon, menuisier, architecte, commerçant, instituteur, commis d'administration. Chacun, d'une manière ou d'une autre, est un acteur clé de l'économie nationale. Donc, par l'école, nous apprenons à gérer nos ressources, nous pouvons concevoir des projets et les mener, et tout ça là, contribue à la promotion de l'économie nationale. L'école réduit aussi les inégalités sociales. Dans cette école, les gens proviennent de divers horizons. Il y a des enfants de commerçants, d'artisans, de fonctionnaires, de hauts gradés de l'armée. Et tout ça là est appelé à vivre ensemble. Et une école qui permet à chacun d'acquérir des compétences diverses pour arriver à se prendre en charge après, elle contribue donc à la réduction des inégalités sociales dans la communauté. Et le Togo, avec sa politique d'école pour tous, surtout dans les écoles publiques, que ce soit dans les milieux les plus reculés qu'en ville, l'école est accessible, ouverte à tout le monde. À partir de là, les clivages peuvent se réduire progressivement au niveau des composantes de la société togolaise. Donc, les disparités géographiques, économiques et tout sont progressivement réduites au sein de l'école, au travers de ce que nous inculquons comme valeur à nos élèves. Voilà globalement le rôle que l'école est appelée à jouer dans nos communautés, notamment le bien-être sanitaire. Nous enseignons l'hygiène et tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre en bonne santé. Donc, c'est des valeurs diffuses que nous inculquons à nos élèves et tous ces éléments-là sont essentiels pour que nous puissions vivre en harmonie, mais aussi préparer nos élèves à s'auto-prendre en charge, mais aussi contribuer à l'épanouissement collectif et au développement
de la nation togolaise. Nous, enseignants, nous sommes essentiels parce que c'est nous qui mettons en œuvre la politique que l'État a définie au sommet pour le type de citoyen qu'il voudrait avoir. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'école sans enseignants. L'école, c'est les apprenants et les enseignants. Quelle est alors la place de l'enseignant dans l'école moderne? Dans cette école où nous sommes, je suis certain que chacun, chacune est conscient du rôle capital, de la place capitale qu'il occupe. De ce fait, l'enseignant est un facilitateur d'apprentissage. Vous concevez vos leçons, vous les préparez et vous venez les dérouler à vos apprenants. Vous êtes des guides. Si l'enfant avait déjà ce qu'il fallait, il n'arriverait pas chez vous. Donc c'est vous qui êtes appelés à le guider vers le savoir, vers la connaissance. Et essentiellement, le savoir instructif, le savoir-faire et le savoir-être. Ce sont là les trois aspects essentiellement que vous couvrez au travers de tout ce que vous déroulez comme activité dans les classes. Donc, en tant que guide, vous êtes appelé à pratiquement tenir la main aux élèves pour les conduire vers l'atteinte des objectifs que vous vous êtes assignés. Et cela, vous le faites en encourageant, en félicitant, en exhortant l'élève à mieux faire, en donnant d'ailleurs le bon exemple. Vous êtes des pédagogues, c'est-à-dire vous utilisez des méthodes adaptées pour passer les informations, le savoir. Chaque matière, chaque discipline a des techniques, des méthodes, des stratégies que vous exploitez pour que la connaissance soit accessible et bien possédée par vos élèves. C'est-à-dire des gens qui donnent des compétences avec des méthodes, des techniques bien choisies et bien adaptées. Et souvent des techniques innovantes pour ne pas être toujours dans les sentiers trop battus. Vous êtes appelés à innover, à connaître vos élèves pour résoudre individuellement et collectivement leurs difficultés. Vous devez servir de bons modèles. De là, on peut parler du fait que vous êtes des mentors. Un enseignant qui veut se faire valoir par ses élèves doit être un bon modèle. Moi, je me rappelle, des enseignants m'ont marqué quand j'étais élève. Ah, celui-ci, et puis on les aime. Certains élèves s'accrochent vraiment à vous parce qu'ils lisent en vous le bon modèle. Et vous êtes appelés à jouer ce rôle de mentor-là, et dans la communauté, mais aussi dans vos écoles où vous intervenez. Vous êtes aussi des évaluateurs. Vous donnez des connaissances, vous êtes appelés à évaluer ce que vous transmettez comme connaissance à vos élèves, et cette évaluation vous permet de vous réajuster et de répondre en même temps aux inquiétudes des élèves. Un enseignant qui n'évalue pas ce qu'il donne comme enseignement, il ne joue pas vraiment son rôle. Vous êtes aussi des partenaires. Partenaires de l'élève, partenaires du système éducatif, partenaires des parents.
vous êtes un acteur de développement dans vos communautés, si vous devrez servir de mentor, de modèle, de bon exemple, vous devez coopérer avec la hiérarchie, c'est ce que j'appelle le système. Vous devez aider à résoudre les problèmes au sein de la communauté, aider les enseignants, les collègues que vous êtes, ensemble, vous devez coopérer pour relever des défis, mais aussi et surtout accompagner les élèves en tant que partenaires, en tant que leaders, en tant que guides à réussir leur scolarité. Au demeurant, on peut dire que l'enseignant est la pierre angulaire dans une école et il s'occupe prioritairement du devenir des élèves dont il a la charge. Il doit avoir des qualités spécifiques en termes de motivation, d'engagement et de compétences. Un enseignant, s'il n'est vraiment pas motivé, s'il n'est pas engagé, s'il n'a pas les compétences requises, il ne peut pas vraiment accomplir sa tâche avec abnégation et efficacité. Cela nous amène donc à la notion des qualités d'un enseignant dans une école. Trois principales qualités sont indispensables à un bon enseignant. Il doit être motivé, engagé et compétent. Ces caractéristiques essentielles ne doivent pas être ignorées par l'enseignant. Un enseignant motivé, c'est quelqu'un qui a une forte envie d'enseigner et de transmettre ses connaissances aux élèves. C'est avec plaisir, c'est avec beaucoup d'entrain que l'enseignant motivé fait son travail. Il le fait contre rien, si je veux être simple. C'est-à-dire, il n'attend pas quelque chose en compensation, mais juste enseigner est pour lui un plaisir. Voilà la première qualité, le premier élément qui doit être l'élément moteur essentiel en un enseignant, qu'on peut qualifier de motivé. Il est passionné par son travail d'enseignant et il trouve du plaisir. Je le disais tantôt. Et il a de la satisfaction personnelle. Il est tellement à l'aise parce que, bon, il se sent utile aux élèves. Il les aide à résoudre leurs problèmes. Il les accompagne à atteindre des objectifs bien précis, bien définis, et il y trouve du plaisir. Voilà un élément de motivation chez l'enseignant. Il existe deux grandes sources pour la motivation chez un enseignant. Il y a la source intrinsèque, c'est-à-dire liée à l'enseignant même, sans s'attendre à quoi que ce soit. Il sent qu'il doit faire ce travail et il le fait si bien sans attendre de contrepartie. Mais aussi la source extrinsèque. La motivation qui provient de l'enseignant, qui ne s'attend pas à une compensation quelconque, mais qui se donne comme il peut et comme il doit à son travail d'enseignant, nous l'appelons de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire liée à sa personne. Intrinsèque, motivation intrinsèque. Indépendamment de toute influence extérieure, l'enseignant s'engage. Il est motivé. Il fait son travail avec plaisir et avec
beaucoup d'engouement. Il a de la passion pour le faire. Parfois, lorsque vous dispensez un cours, il y a certains aspects qui vous intéressent tellement vous-même, à telle enseigne que vous vous posez parfois des questions. Est-ce que ces enfants-là me suivent? Comment vais-je faire pour qu'ils puissent vraiment posséder ce que je leur donne? Ça nous arrive souvent, ou bien? Cette passion qui nous anime, lorsque nous transmettons la connaissance, ça provient de nulle part. C'est ancré en nous-mêmes. Ça fait partie de la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque aussi résulte du désir que l'enseignant a à aider les élèves. Il se sent utile. Comme je le disais, c'est un guide, c'est un mentor, c'est un compagnon. Et ce désir d'être au service de l'enfant lui procure du plaisir. Il a l'engouement de faire son travail et de façon intrinsèque, on peut dire que l'enseignant aime son travail et il le fait sans s'attendre à une compensation devant provenir de qui que ce soit. Mais je ne veux pas dire que l'enseignant travaille parce qu'il doit travailler, comme on le dit, un sac vide ne peut pas se tenir debout, ou bien. Et cela nous amène à ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. La motivation extrinsèque, c'est tout ce qui motive extérieurement l'enseignant. C'est-à-dire le cadre, l'école là dans laquelle nous sommes, moi je trouve que c'est un très bon cadre. L'enseignant a le plaisir de venir travailler ici. Tout est nickel, les classes sont bien dimensionnées, bien aérées, la cour est ombragée, les murs sont propres. On a envie de venir travailler ici. Ou bien, donc, les infrastructures d'accueil sont des éléments qui peuvent attirer l'enseignant pour venir travailler. Quand on arrive, est-ce qu'on a les toilettes? Est-ce que c'est de bonnes toilettes? Est-ce qu'on a un cadre convivial? Est-ce que c'est fleuri? Les décorations? Bon, c'est essentiel, c'est motivant. Donc, ce sont des conditions qui ne sont pas propres à l'enseignant, mais qui viennent de l'environnement, mais aussi des autres, et qui peuvent le motiver pour qu'il travaille et produire de bons résultats. Les conditions de travail, il y a les conditions pécuniaires. Ou bien, voilà, l'enseignant, quel que soit alpha, même si c'est dans les confessionnels, dans les écoles privées, au niveau de l'État, ben, il doit résoudre les problèmes de vie. Donc, il doit être motivé financièrement, raison pour laquelle on le paye. L'État paye, les fondateurs, les fondatrices d'écoles privées payent pour qu'il se sente à l'aise et faire correctement son travail. Je sais que cet aspect vous intéresse. Moi-même, ça m'a toujours intéressé. Et ça continue par m'intéresser. Les conditions de motivation extrinsèque, il y a le cadre, je l'ai dit, il y a les conditions de prise en charge pécuniaire ou financière, mais aussi la valorisation. Je sais que monsieur le directeur valorise chacun d'entre vous ici. L'ambiance même déjà montre ça. La convivialité dans laquelle vous vous trouvez, je sais qu'il y a du respect mutuel. Le respect que vous lui donnez, il vous retourne ça. La fondatrice, c'est la même chose. Tout à l'heure, pour commencer, je vous ai salué. Bonjour collègues. Ou bien, oui, nous sommes des collègues. Ce n'est pas parce que j'ai fini comme inspecteur que je ne suis plus votre collègue.
Donc cette convivialité-là est très importante. Quand on arrive et on sait qu'on a des collègues avec qui on est à l'aise, il n'y a pas de couac, on a envie de venir. Moi, je me rappelle, j'étais un ennemi de l'école. Je n'aimais pas l'école. Pourquoi? Parce qu'on tapait. Donc, l'école était répulsive pour moi. Là où je retrouvais mes camarades avec qui je dois normalement m'amuser, la maîtresse, le maître frappaient. Donc, je n'aimais pas l'école. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis un grand défenseur du bannissement de tout châtiment corporel ou, je dirais même, psychologique à l'école. Donc, nous-mêmes adultes, je sais que quand j'arrive dans mon école, je suis en bon terme, dans la bonne ambiance, avec mes collègues, j'oublie mes petits problèmes personnels de maison, j'aurais envie d'arriver. Je sais que mon directeur me valorise. Il s'adresse à moi comme collègue. Et on peut discuter, régler collégialement les problèmes. On aura envie d'arriver. Donc, cet aspect de motivation interpersonnelle ou relationnelle est très important. En dehors du contexte pécunier qui intéresse tant, il y a aussi cette culture de familiarité que les enseignants, pas seulement de notre école ici, mais dans toute école, doivent développer, cultiver et entretenir. Et il arrive parfois que certains directeurs se prennent tellement puissants qu'ils ont de la peine à revenir au niveau de leurs collègues. Une école aussi crispée comme ça, je ne vois pas comment les enseignants peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes et produire le bon résultat. Ça peut se trouver dans les écoles privées comme publiques, même dans les écoles confessionnelles. Donc, on doit cultiver entre personnel la bonne familiarité, la camaraderie au besoin, mais dans le respect de l'autre. Donc, la convivialité est très sollicitée et encouragée entre enseignants. Un enseignant engagé. Lorsque l'enseignant est motivé, naturellement, il va s'engager pour faire correctement son travail. Il a une forte implication dans la vie scolaire. Par cet aspect, il participe activement à toutes les activités de l'école. Activités pédagogiques, activités socio-culturelles, activités d'entretien général du cadre où il est appelé à travailler. Et il s'adapte fortement aux besoins des élèves. C'est ici où l'enseignant doit connaître sa classe et ses élèves pour développer de la pédagogie individualisée, pour aider chaque élève à résoudre les problèmes qui lui sont propres et pour que la classe ensemble puisse progresser. Un enseignant engagé, c'est aussi un enseignant responsable. Il est responsable des actes qu'il pose et il doit les assumer. Pour ce faire, il doit servir de mentor, de bon modèle et faire correctement son travail pour produire le bon résultat. C'est un pédagogue, c'est-à-dire un guide, un modèle et tout ce qu'il faut, je l'ai déjà dit, comme qualité d'enseignant modèle. Un enseignant engagé, c'est un enseignant qui s'implique activement dans tout ce qu'il fait ou est appelé à faire dans son école. Maintenant, c'est quoi un enseignant compétent? Nous savons que le système cherche
un enseignement de qualité. La qualité de l'enseignement ne saurait se faire sans que les acteurs clés que nous sommes, nous enseignants, n'ayons pas les compétences requises pour être à la hauteur de ce qui nous est demandé comme travail. L'enseignant compétent désigne quelqu'un qui a les capacités et les qualifications requises pour enseigner ce qu'il doit, vous me le permettez, enseigner, pour bien enseigner ce qu'il doit transmettre comme connaissance. C'est quelqu'un qui maîtrise l'objet d'apprentissage et les méthodes adaptées pour transmettre les connaissances aux élèves. Donc, c'est ça un enseignant compétent. La matière, il doit maîtriser ça. Il doit aussi avoir la main pour passer la connaissance, pour passer le savoir. C'est là les méthodes. On ne va pas arriver et faire ce qu'on veut faire et faire les choses comme on veut. On doit les faire correctement. C'est pourquoi le législateur a prescrit des méthodes en étudiant l'âge mental et le comportement de l'enfant. On a prescrit des démarches méthodologiques pour conduire les différentes disciplines ou les matières que nous enseignons. Un enseignant compétent sait conduire ses élèves vers le savoir, les connaissances pour lesquelles il leur sert de guide. Le savoir instructionnel, le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir cognitif, c'est ça que j'appelle encore savoir instructionnel. Donc, on doit développer toutes les techniques nécessaires pour que le message puisse passer et intégré par l'apprenant, qui à son tour saura l'utiliser pour rendre de bonnes copies quand il sera évalué. Que faut-il retenir? L'enseignant, qui est le maillon central, celui-là qui décline la politique éducative définie au sommet par l'État à travers les objectifs pédagogiques qu'il définit dans sa classe, l'enseignant est un maillon essentiel dans notre système éducatif. Et donc, il doit, pour réussir sa mission, être engagé, être compétent, mais aussi être motivé. Voilà un peu ce que nous pouvons retenir comme essentiel dans tout ce que nous venons de dérouler comme information. Merci pour votre écoute et votre attention. Dans son exposé, il a premièrement parlé du rôle de l'enseignant dans une école et sa place dans la société. Ça nous a édifiés et vu le développement qu'il a fait, vu ces rôles-là, est-ce que l'enseignant est vraiment motivé? Vous venez de nous édifier sur le thème « L'enseignant engagé, motivé et compétent, qui est-il » Dans le thème, on distingue 3 piliers, la compétence, l'engagement et la motivation. Je voudrais savoir si, selon vous, y a-t-il un pilier qui soit plus puissant que les autres, qui les engendre, ou ils sont interdépendants et indissociables? Ma deuxième question est relative à la motivation intrinsèque des enseignants. Nous pouvons être d'accord que tout le monde qui s'engage aujourd'hui à enseigner est motivé au début. Maintenant, face à l'usure du temps et éventuellement aux charges administratives, quelle stratégie pour garder cette flamme? Mon inquiétude se trouve au niveau des qualités de l'enseignant, plus précisément au niveau des motivations de l'enseignant. Vous avez parlé d'un enseignant motivé, engagé et compétent. Je pense que ces 3 piliers-là se résument à un bon résultat. Si nous avons un bon résultat,
est-ce qu'on est vraiment motivé? D'abord, vous devez comprendre que c'est un sacerdoce. Il faut partir de cette base-là. Quand tu veux devenir enseignant, quand tu fais l'option d'être un enseignant, il faut savoir que c'est un sacerdoce. C'est-à-dire être utile pour quelque chose. C'est le plus important à avoir comme base. C'est comme le prêtre, le pasteur, même le militaire, hein, c'est du sacerdoce. Rendre service, être utile, c'est à peu près du bénévolat. Mais ce n'est pas du bénévolat à 100%. Je suis en train de décliner l'expression sacerdoce pour que vous compreniez que ce n'est pas un métier qui rend riche. Tu as ce qu'il faut pour le faire. Maintenant, la motivation essentielle doit provenir de toi-même. Parce que tu as fait l'option sacerdotale d'être un enseignant. Toutefois, je l'avais dit dans mon développement, on ne peut pas dire que c'est du sacerdoce et le faire gratuitement. L'enseignant doit se vêtir, doit s'occuper de sa famille, doit se nourrir, il doit se déplacer. Il a plein de choses à gérer. Raison pour laquelle l'État, les confessions religieuses, les fondateurs payent quelque chose. Ce n'est pas forcément suffisant. Vous avez peut-être signé un contrat, c'est que vous avez accepté les clauses du contrat. Moi-même, dans mon développement, je disais, le côté pécunier, même actuellement, ça m'intéresse parce que c'est essentiel. C'est essentiel. On ne saura jamais satisfaire entièrement nos besoins, mais les employeurs se battent pour mettre le minimum vital sur la table afin que nous puissions faire le travail. Même nous qui sommes dans la fonction publique, on ne va pas dire que nous sommes entièrement satisfaits, mais on le fait. L'État fait des efforts, les fondateurs aussi font des efforts. Donc la motivation, elle doit être là si on décide d'être enseignant parce que vous devez considérer ce métier comme du sacerdoce. Essentiels qui doivent caractériser un enseignant. Lequel des trois a la primauté sur les autres? Tout est urgent et important. Il n'y a pas de la primauté. Tu peux être suffisamment compétent, mais si tu n'as pas la volonté, la motivation et l'engagement, tu ne fourniras pas de bons résultats. Tu vas avoir toute la bonne volonté, bien engagé, tellement motivé à enseigner. Mais si tu n'es pas compétent, tu ne feras pas du bon travail. Donc, les trois sont liés. Rien ne prime sur les autres. Vous devez être motivé personnellement, mais aussi par les autres motivations extrinsèques, bien sûr. Le fondateur doit être à côté pour vous encourager. Les émoluments, comme il a dit, peuvent être négociés ou renégociés pour se mettre dans de meilleures conditions de travail. Mais aussi, il faut être compétent. Il faut savoir maîtriser ce qu'il faut pour enseigner ce qu'on doit. Donc, les trois, pour moi, sont indissociables. Quelle stratégie pour garder un enseignant compétent? Je résume, hein, c'est la deuxième partie de la question de M. Poeli, c'est ça, non? Bon, un enseignant qui est compétent, je l'ai recruté dans mon école, il produit les résultats que je veux. Je fais tout pour qu'il soit content et resté. Je préfère résoudre la question là comme ça. C'est-à-dire, la motivation n'est pas forcément pécuniaire. C'est ça qui nous intéresse. Quelqu'un a posé un problème que je vais répondre en même temps. Apparemment, c'est comme si le brassage entre les promoteurs
et le personnel n'est pas au top. Bien, c'est un des facteurs pour maintenir ou faire partir le personnel. Je suis promoteur, j'ai recruté des gens. De temps en temps, je dois être à leur côté. Ah ben, directeur, oh, c'est du bon travail. Ah, c'est bien. Oui, ça dit, je crois en avoir parlé subtilement dans mon développement. Hein. L'encouragement est, même nous, en classe, si nous n'encourageons pas les élèves, est-ce qu'ils auront le courage et la volonté de collaborer et prendre part activement à nos cours? Donc, je crois que le message est passé. Je me rappelle, quand j'étais professeur, quand tu as une bonne note, j'ai dit « Wow, big up !» Yeah. Oui. Et certains élèves, monsieur, la prochaine fois, moi aussi, je vais faire big up. Hein. C'est un défi que l'enfant s'est lancé comme ça. Il y a plusieurs motivations. La motivation peut être aux côtés du comportement, des relations, des propos qui sortent, etc. Comme il peut y avoir aussi de la démotivation. Donc, à chacun, monsieur le directeur, je sais que lui fait déjà bien, tellement bien son travail, et chacun fait ce qu'il faut avec ses élèves. Essayez de cultiver la bonne ambiance pour qu'au moins, quand on est ensemble sur le site, qu'on soit motivé. Le reste, on verra. Ce matin, je ne dirais pas que nous avons perdu du temps parce que moi-même, il y a des thèmes, des idées que j'ai reçues et qui vont beaucoup m'aider à améliorer mes performances en matière de pédagogie. Je crois que la fondatrice qui a initié cette formation, cette conférence, sûrement qu'elle avait un objectif à l'organiser. Et je la remercie aussi. Très honnêtement, nous sommes très édifiés par rapport à ce que nous avons entendu et nous espérons que d'autres conférences seront organisées pour mieux nous édifier, mieux nous former par rapport à nos objectifs. Encore une fois, merci. Thank you.